Alors, il faut parfois un des meilleurs caméramans sous-marins du monde, une soprano japonaise, un guitariste espagnol et un souffleur de flûte arménien pour nous raconter que sous la mer, il y a ce genre de vie-là. Et c'est là, effectivement, je me dis que, mais après tout, comment s'émerveiller à nouveau dans ce monde qui, finalement, n'envoie que des signaux d'alerte, des feux rouges qui clignotent, comment parler à nos enfants, et puis surtout, comment leur donner cette capacité à s'émouvoir, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Pourquoi sauver quelque chose qui ne vous tient pas à cœur ? Pourquoi ne pas se sentir menacé lorsque quelque chose s'écroule ? Je vais vous raconter en vrac 2 anecdotes qui montrent à quel point on se sent, on est déconnecté de la réalité de cet écosystème dont on fait partie. La première anecdote, c'est une famille d'Indiens. Alors ça se passe à la fin du XVIIIe siècle, pardon. C'est un Indien, il fait très froid, il a sa femme et ses jeunes enfants et il cherche un refuge dans la forêt et tout d'un coup, il voit une empreinte de loup dans la neige. Et là, il est soulagé, il sait que lui et sa famille vont vivre puisqu'il y a le loup qui est déjà là. Un siècle plus tard, c'est l'arrière-petit-fils de ce même Indien qui arrive et puis il voit une patte de loup dans la neige et là il a son cœur qui bat parce qu'il sait qu'il y a une peau et qu'il va faire des dollars avec et que c'est le début de la richesse. Et puis encore un siècle plus tard, il y a une famille qui se promène et puis il y a une patte dans la neige comme ça et puis à ce moment-là le plus jeune dit à son père « Mais papa, c'est pas interdit les chiens dans les réserves nationales ?» Voilà, c'est-à-dire qu'en très peu de temps on a un petit peu perdu de vue à quel point on était lié à cet écosystème naturel. Et alors pour la mer, c'est encore plus grave, puisque à part le père de Jean-Michel et les formidables groupements d'artistes, on ne passe pas notre vie sous l'eau. Alors l'autre anecdote, c'est une petite fille. Un jour, vous savez, quand on va voir dans les écoles, il y a des questions extraordinaires. Et un jour, la question la plus redoutable, c'est à quoi ça sert de sauver les baleines ? Et c'est vrai, à quoi ça sert de sauver les baleines ? Et comme je ne savais pas répondre, un jour, j'en parlais avec, je crois, Yves Coppens, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là ? À quoi ça sert de sauver les baleines ? Effectivement. Et il me dit, mais tu n'as qu'à leur dire que ce sont les monuments de l'évolution. Chaque enfant comprend qu'une vieille église ou un vieux château, c'est précieux, qu'il ne faut pas l'abîmer, et que quand ça commence à s'écrouler, eh bien sûr, on essaye de le sauver. Imaginez que nous soyons tous en ce moment dans une église Renaissance, je ne sais pas, une très vieille église, et que tout d'un coup, toutes les colonnes commenceraient à se fissurer, qu'il y ait des morceaux qui tombent du plafond, des murs, et ben, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on commencera à se réunir, à organiser une conférence mondiale pour savoir quelle est la taille des morceaux qui sont tombés, combien ils sont, de quel ADN ils sont et combien il en reste, etc. Non, on ferait d'urgence évacuer l'église et on ferait tout ce qu'il faut pour pas qu'elle tombe. Mais c'est parce que nous sommes aujourd'hui tellement déconnectés de la réalité qui est notre place dans cet écosystème mondial que ça s'écroule et nous on continue à se dire c'est pas très grave. On est conscient que si quelque chose arrive, mais on ne se sent pas menacé, intimement menacé, physiquement, émotionnellement menacé. Et je crois que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument rendre aux enfants, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit, parce qu'à quoi sert de sauver une planète si on ne rend pas aux enfants avec une planète un petit peu moins abîmée cette capacité à comprendre à quel point ils font partie de cette planète. Donc moi je voulais aussi expliquer aussi que Jean-Michel a expliqué que son père l'avait jeté par-dessus bord. Moi j'ai eu la chance, mon grand-père ne m'a pas jeté par-dessus bord, il m'a gardé à bord justement. Et il a pris du temps. Il a pris du temps pour justement nous permettre, à moi et mes cousins, de retrouver cet enchantement. Il a pris du temps de nous faire rencontrer des scientifiques très jeunes. Il a pris du temps de nous mettre en condition de pouvoir avoir cette espèce de passion constante et absolument une passion convaincue et intime que ce qu'on faisait était juste. Et je crois très sincèrement que tous les enfants qui arrivent aujourd'hui vont avoir besoin d'énormément de passion pour survivre dans un monde plus dur, pour comprendre justement à quoi ça sert de sauver tout ça, et pour malgré tout encore trouver un peu de l'enchantement et du simple bonheur à être un humain sur Terre. Donc moi, très solennellement, je voulais remercier énormément tous les scientifiques qui font, malgré leur travail de recherche, et surtout avec leur travail de recherche, cet extraordinaire et essentiel travail de sensibilisation des enfants. Il n'y a pas de plus beau partage que celui de l'intelligence et de la connaissance, et je sais que parmi vous, il y a énormément d'associations et de scientifiques qui font ce travail, et je sais qu'il n'est jamais évalué à sa juste valeur. Je veux dire, ça ne sert à rien de sauver la planète si on ne sauve pas la capacité de s'émerveiller des enfants qui vont la prendre demain. Voilà, merci beaucoup. Thank you. Those were 2 beautiful presentations. Rather than have any discussion now, I'd rather if we concluded with the Minister and had his presentation, and then we can have a discussion afterwards and involve you all in that. So, Yves Gigot, secrétaire d'État chargé de l'Outre-mer,